Mesdames, Messieurs, nous avons été trompés et par le gouvernement comorien et par les autorités métropolitaines qui étaient en place. Mahoraises et Mahorais, nous marcherons jusqu'au bout. À la fin du mois de juin, lorsque le Parlement français entérinera la consultation du 22 décembre 1974. Carvenze signifie nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Je m'excuse le terme. Commune de Pamandzi, Mayotte, France, un camp de réfugiés. Qu'il habite des Anjouanais. En pirogue, sur une mer contraire, beaucoup sont morts en chemin. Ils ont fui le régime d'Ali Soili, trouvé refuge ici à Mayotte, où on n'a pas oublié, où on ne les veut pas. C'est un problème délicat, c'est-à-dire que les Mahorais ne veulent pas voir ces gens-là qui, hier, critiquaient les Mahorais. Ces mêmes gens faisaient partie, hier, des gens qui étaient dans le gouvernement de M. Abdallah et qui faisaient la loi à Mayotte et qui ont fait des exactions aux Mahorais. Alors, les Mahorais, aujourd'hui, ne veulent pas du tout voir ces gens-là qui hier, les menaçaient et qui les licenciaient. Adrien Giraud, l'un des hommes forts de l'île, exprime l'opinion de toute la population. Le gouvernement, en l'occurrence le préfet, a dû imposer l'accueil. Les Mahorais comprennent le problème des Anjouanais sur le plan humain. Mais ces gens-là viennent, pour des raisons politiques essentiellement, fuient le régime et viennent se réfugier sur une terre de liberté et sur une terre d'asile. Et je dis toujours aux Mahorais qu'ils doivent respecter la loi française, qui accepte le droit d'asile et qui accorde le droit d'asile à ces gens-là qui sont vraiment malheureux, traumatisés. 5 jours après, un coup d'État renversé à Ali Soili. 300 Anjouanais au moins ont transité par le camp. Une centaine, peut-être plus, saura-t-on un jour, ont péri en mer lors de leur fuite. Des étudiants ont détourné un avion. Nous sommes venus dans ce cas-ci en avion. On a détourné l'avion. Ils sont partis de Moroni qu'on allait en juin. On avait préparé ça pour aller en juin. Puis en cours de route, on a détourné l'avion pour Mayotte. Et quand vous êtes arrivé à Mayotte, vous avez eu des problèmes avec les autorités? Oh, pas beaucoup de problèmes avec les autorités parce que c'est une question de sécurité ici. Nous sommes atterris, on a eu l'autorisation d'atterrir, on a atterri, puis on a vu les autorités qui étaient en train de nous fouiller, savoir, puis on nous a amenés dans le camp. Vous êtes dans le camp depuis 28 jours, mais ici, vos camarades, il y en a qui sont là depuis très longtemps, plus longtemps. Oui, il y en a qui sont là depuis 3 mois. Et ici, là, vous êtes derrière des barbelés. Vous n'êtes pas gardés, je veux dire, c'est pas... Oui, nous sommes... Comment ça se passe? C'est pourquoi? Nous sommes ici parce que... Pourquoi vous êtes derrière des barbelés? Nous sommes derrière les barbelés parce que les Mahorais, surtout, on a des difficultés avec. Alors on ne sait pas ce qui va se passer. Nous sommes en train les Mahorais, donc, n'aiment pas les Anjouanais, les grands Comoriens? C'est pas qu'ils n'aiment pas, mais c'est un problème de sécurité aussi parce que nous sommes venus ici, les Mahorais eux-mêmes ne sachent pas qui nous sommes, surtout, et puis ils se méfient. Après le camp, ça sera quoi? Ça sera où? On ne sait pas où ça sera, mais nous sommes ici, mais avec l'idée de libérer notre île, quoi que ce soit. Concrètement, vous avez quitté Anjouan, pourquoi? Vu l'empêchement de la liberté individuelle, la nationalisation des biens des peuples, la destruction des cultures vivrières et autres, la répression, représailles volontaires suivies de la tuerie des Anjouanais effectuées depuis la proclamation de l'indépendance des Comores. Vous parlez de tuerie, qui tue qui? C'est l'armée révolutionnaire d'Ali Soili. Qui vient d'où? D'Anjouan? De la Grande Comore, de la Grande Comore. Est-ce que je peux vous demander si vous aviez voté quand il y a eu le référendum, si vous aviez voté pour l'indépendance? Ça, je peux dire oui. Mais nous n'avons pas su que ça sera géré par le régime fascisme présidé par Ali Soili. On dit que ce sont des jeunes aussi qui dirigent le pays. On dit que ce sont des jeunes étudiants. Oui, quelquefois des jeunes, des étudiants, mais pas tellement les jeunes.
Vous aviez passé le bac l'année dernière, vous destiniez à l'enseignement, au service national, et pourtant vous avez quitté Anjouan en détournant une vedette pour venir à Mayotte. Pourquoi? Non, on n'a pas détourné la vedette, mais on s'était mis d'accord avec le militaire qui était dans la vedette. Puis, étant donné qu'il y a une répression, Oui. et puis il y a aussi la vie économique qui est très dure en Anjouan. Les gens sont très réprimés, il y a même des fusillades, je crois que vous êtes au courant du dernier fusillade. Et aussi, c'est que la vie est très difficile, surtout la destruction de l'agriculture en Anjouan. Ce qui frappe un petit peu, c'est qu'il n'y a que les jeunes qui s'en vont d'Anjouan. Dans ce camp, il y a 200 jeunes. Est-ce que vous êtes seul à protester contre le régime d'Ali Soleil ou est-ce que la population suit aussi? Non, la population suit aussi, mais la population, je crois que la population est très faible, mais aussi, vu les conditions où elle vit, elle n'arrive pas à se révolter puisqu'il y a les militaires. Tout est politisé en Anjouan et aussi tout est militarisé là-bas. Il n'y a pas d'autre solution que renverser Ali Soleil, parce que le peuple de Comores en a marre de la répression. Ali Soleil, renversé, abattu lundi dernier au cours d'une tentative d'évasion. Le problème des réfugiés est aujourd'hui réglé par le coup d'État, mais il a bien secoué Mayotte, montré une nouvelle fois l'antagonisme avec les Anjouanais. On ne doit pas ne pas en tenir compte. 1000 piastres, c'est le prix qu'a payé la France en 1843 pour acheter Mayotte à un sultan vendeur volontaire. Les 4 îles de l'archipel des Comores n'apparaissent sur une carte qu'au début du XVIe siècle, avec l'installation de musulmans venus de Zanzibar qui établissent l'islam qui va conquérir la civilisation comorienne. Ce sera d'ailleurs très longtemps le seul lien entre les 4 îles. La Grande Comore a toujours vécu indépendante. Anjouan a exercé sur Mayotte et Moélie une suzeraineté peu contraignante et toujours contestée. Au début du XIXe siècle, les voisins malgaches font de fréquentes et meurtrières incursions vers les îles. Mayotte en gardera des marques, puisque sa population est en grande partie d'origine sakala. Pour se défendre contre l'envahisseur, les sultans se jettent dans la gueule du loup, ils font appel aux Européens. Nos marins avaient très vite repéré les extraordinaires possibilités d'abri du lagon de Mayotte. Après l'achat, les sultans d'Anjouan protestent de leurs droits, avant de signer finalement leur renonciation. C'était il y a 135 ans, Mayotte déjà se singularisait du reste des Comores. Un demi-siècle plus tard, la France établira son protectorat sur Anjouan, la Grande Comore et Moélie. Ce n'est qu'en 1928 que les Comores deviendront une province autonome au plan administratif. Le fait comorien, incontestable du point de vue de la géopolitique, est historiquement tout récent. Après 135 ans de colonisation, Mayotte seule est toujours française. À la visiter, à voir vivre ses habitants, on a peine à imaginer que notre présence est si ancienne, à comprendre l'acharnement de ses habitants à demeurer français. Non exploiter les possibilités offertes par la rade, Paris s'est contenté d'administrer la population au jour le jour, sans projet d'ensemble,
n'amenant pratiquement rien, ne dérangeant pratiquement en rien les habitudes, le mode de vie ancestral. Oh, à Dzaoudzi, sur le petit rocher, on voit bien quelques demeures coloniales, Endure, préfecture, douane ou poste. Mais, passé le boulevard des Crabes, à l'abattoir, c'est l'Afrique de toujours, la brousse à portée de main, la non-hâte de l'Africain, la sérénité du monde musulman. Où est la France ? En 1958, consultés comme toute l'Afrique par référendum, les Comoriens refusent l'indépendance et choisissent un statut de Tom, dont on admet qu'il évoluera vers une certaine autonomie interne. À l'époque, Dzaoudzi, à Mayotte, est toujours capitale de l'ensemble, mais les deux grandes voisines demandent déjà le transfert. Ce sera le détonateur. Le fait est qu'en décembre 58, déjà, il y a 20 ans, les conseillers mahorais à l'Assemblée territoriale déposent leur première demande en faveur de la départementalisation. Intérêt bien compris de quelques notables, certainement. Le transfert de capital verrait l'exode de l'administration, principal employeur, bâtisseur, consommateur, et avec les fonctionnaires, fournisseurs d'emplois annexes. En 1961, malgré de nouvelles démarches réclamant déjà de pouvoir le moment venu décider, en toute indépendance de leur avenir, une nouvelle loi consacre l'unité. En 62, le transfert de capital commence à s'effectuer, l'administration plie bagage, les fonctionnaires locaux suivent, les femmes entrent en scène. Zélia Mérès, est-ce que je peux vous demander ce qui a conduit les femmes de Mayotte à prendre en main leur destin, et ceci depuis 20 ans? Celui qui a commencé le mouvement maoré, on a notre grand-père, il s'appelle le vieux Naouda. Il a commencé le mouvement maoré depuis 1958. On a perdu le vieux Naouda, le mouvement maoré était tassé. Et puis le transfert du capital de Moroni, et les femmes ils ont commencé à... Mais ça fait très très longtemps alors que les Mahorais, les Anjouanais, etc. ne s'entendent pas. Oui, ça fait le temps de Mahomet, d'Anjouan, de Moroni, Mayotte. Ils ne s'attendaient pas déjà, mais à cause de les îles qui sont tout près, les gens quand même, ils rentrent dans leurs îles, les autres ils viennent de Mayotte. Mais depuis le temps, siècle, ils ne s'attendaient pas bien ces gens-là. Oui, et alors ces dernières années, quand le gouvernement des Comores est allé de l'autre côté, est allé en Moroni, à ce moment-là, le mouvement mahorais a repris de la Oui, vigueur. voilà, c'est dans ces temps-là, le mouvement mahorais a repris la deuxième fois le mouvement mahorais. Et ils ont commencé, quand c'est commencé par les femmes. Oui, ce sont les femmes qui ont pris la tête, pourquoi? Et les femmes, parce qu'ils avaient pensé que leur famille, ils sont tous partis à Moroni. Pourquoi, quand il y avait capital à Mayotte, tous les gens ils étaient à Mayotte. Aujourd'hui, le capital est parti à Moroni. Pour quelle raison? Tout le monde ils sont partis à Moroni. Donc, il y a quelque chose, à la fin des comptes... Et vous avez lutté à ce moment-là, vous avez lutté même quelquefois contre le gouvernement. Oui, contre le gouvernement, parce que le gouvernement, lui, il a proposé indépendant. Quand il a proposé indépendant, nous, on était contre. Toujours en première ligne, drapeau français en tête, les femmes ne cesseront de manifester leur volonté. Ainsi, en 1966, la résidence du président comorien en visite à Mayotte est bombardée de cailloux au cri de « Vive la France ». S'il est vraisemblable que les tenants masculins de Mayotte française n'étaient pas mécontents de voir leurs consoeurs se mettre en avant, les y pousser même un peu, il faut savoir cependant que la femme occupe une place à part dans la société comorienne. Un exemple, dès la naissance de ce qui n'est encore qu'une petite fille, le père doit lui construire une maison qui, toute sa vie, malgré mariage ou divorce, restera sa pleine propriété, lui assurant un toit, donc l'indépendance quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, les chefs historiques président encore aux destinées de Mayotte, mais quelques jeunes sont prêts à prendre la relève. Monsieur le maire, vous administrez Congo, une petite ville de 3000 habitants à 10 km au nord de Mamoudzou.
Est-ce que vous croyez que c'est la population qui demande à ses leaders le maintien dans la France, ou plutôt les leaders qui demandent à la population? Non, c'est la population. Moi, je peux vous dire que c'est la population, parce que autrefois, comme nous avons tous vu, les capitales de Mayotte étaient à Comores, étaient à Mayotte. Et on a vu ce qu'a fait l'ancien président. Et donc, il y a aussi pas mal de choses qu'ils ont changées, et la vie, et consorts. Donc, ils nous avaient traités comme des paysans. Donc, la population était obligée de faire tout le même, parce qu'il y avait des autres leaders avant de Mercelari et Inoussa Bamane, il y avait des autres. Mais les autres, donc, étaient des gens qui n'arrivent pas à amener les choses très normales, mais toujours, nous avons décidé jusqu'à l'aube. Alors, votre souhait, c'est quoi? Votre souhait tout de suite? Notre souhait de Mayotte, comme vous avez vu, sur l'élection du 11 avril que nous avons fait, même on avait créé notre bulletin pour rester au centre de la République française. Et pour l'évolution, pour la suite? Pour la suite, d'être devenir département, si on est possible. La départementalisation, le grand mot est lâché. Car les Mahorais n'estiment pas encore être au terme de leur combat. Il faut sceller de manière définitive l'appartenance à la France. Mayotte département, comme la Dordogne ou le Pas-de-Calais, n'y a-t-il pas pour les bonnes âmes matière à sourire quand on se promène dans ce marché de Mamoudzou, principale ville de la Grande Terre? Le fait est là pourtant, et il faut compter avec. Aux dernières élections législatives, il y avait 2 candidats à la députation, 2 Mahorais qui auraient volontiers cédé leur place à un représentant métropolitain d'envergure nationale, ayant ses grandes et ses petites entrées au Parlement et dans l'administration. Paris, pour des raisons diplomatiques évidentes, n'y était pas favorable. L'affaire ne s'est finalement pas faite. Younoussou Bamana, un ancien instituteur, combattant de longue date du mouvement mahorais, a été très largement réélu. Comme son adversaire, il milite pour la départementalisation, qu'au terme de la loi, le Conseil général mahorais pourra demander à partir de 1979. À peine revenu après son installation au Palais Bourbon, il était fêté par les femmes, encore elles. Monsieur le député, bonjour, vous revoilà au pays. La semaine dernière, vous étiez encore à Paris, ça fait vraiment une rude transition Paris-Mayotte, se retrouver dans ce pays qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec la vie parisienne. Est-ce que vous ne pensez pas, vous qui militez pour la départementalisation, donc pour l'assimilation totale de Mayotte à la France, que ça risque de détruire des structures que vous avez établies, qui sont établies dans ce pays? J'ai milité pendant 20 ans pour que Mayotte reste française. Et je suis très optimiste et je pense que Mayotte restera française. C'est cela, mais ne pensez-vous pas que notre mode de développement, notre civilisation occidentale, risque de causer des dommages à l'équilibre qui existe dans la population mahoraise? Oui, je comprends très bien. Et c'est pourquoi, à l'époque, je crois en 1976, j'avais estimé qu'il nous fallait non pas 3 ans d'essai, mais 5, pour que les Mahorais puissent voir comment fonctionne un département. Et les Mahorais du jour au lendemain ne soient pas dégoûtés de... Je vais vous prendre un exemple, monsieur le député. La civilisation française est une civilisation de profit. La civilisation mahoraise est une civilisation où l'argent n'existe pratiquement pas, où on échange, où on vit au jour le jour. Et pourquoi dites-vous que la civilisation de Mayotte n'est pas une civilisation d'argent? Peut-être qu'on n'a pas créé ici le besoin d'argent, mais ça vient. Et vous croyez qu'il faut le créer, que c'est bon de le créer? Pas tout de suite. Et ça viendra, qu'on le veuille ou non. L'évolution se fera. Et vous ne croyez pas que ça va causer des dommages à la société, à l'équilibre? Si tout va doucement, bien calculé, en harmonie aussi bien avec les responsables métropolitains que les élus locaux, et les Mahorais, si les Mahorais participent pleinement, tout pourra réussir. Quand on se promène tout de même dans ces petits villages de Mayotte, on est surpris de ce mode de vie tranquille qu'ils ont. Et moi, je ne vous le cache pas, on a peur. Vous avez peur. Et les Mahorais ont peur de quoi? De se développer, d'avoir une petite maison, de l'eau, l'électricité, à petite échelle, évidemment. Qu'est-ce qui vous effraie? Qu'ils ont eu du mérite à demeurer français. La loi de 61 fixait l'unité des Comores. La déclaration de 73, qui prévoyait l'accession à terme à l'indépendance, l'a confirmé. À Paris, on ne se passionnait pas pour la question, on penchait pour une décolonisation de l'ensemble.
Vient le référendum de décembre 1974. À Anjouan, Moélie, la Grande Comore, 99% de oui en faveur de l'indépendance. À Mayotte, 63% de non. Le mouvement mahorais passe à l'attaque et organise remarquablement sa campagne. Il trouve au Parlement des alliés sûrs et agissants qui, après 6 mois de lutte, contraignent le gouvernement à accepter que le référendum scellant définitivement l'indépendance de l'archipel sera décompté île par île et non plus globalement. C'en est trop pour Ahmed Abdallah, pourtant partisan d'une étroite coopération avec la France. En juillet 1975, il déclare unilatéralement l'indépendance. Mayotte renvoie chez eux les fonctionnaires comoriens, proclame son attachement à la France, attendra 1 an avant de se voir octroyer un statut, après avoir confirmé par 2 fois et à la quasi-unanimité sa volonté. Sapéré, le fief de l'opposition. N'oublions pas en effet qu'en 1974, 63% seulement des Mahorais avaient dit non à l'indépendance. Il y avait donc des opposants. Monsieur Abdourakim, au moment de la déclaration unilatérale d'indépendance, vous étiez préfet de Mayotte. Auparavant, vous aviez appelé à voter contre le maintien de Mayotte dans l'ensemble français lors du référendum. Est-ce que je peux vous demander votre avis sur l'évolution de la situation 3 ans après? À mon avis, il n'y a pas trop de changement. Vous voyez, il n'y a pas de changement. Parce que nous avons demandé à voter l'indépendance, c'était dans l'amitié et la conscience avec la France. Et actuellement, on est dans un statut, je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas un statut autonomie comme on avait avant, ce n'est pas un département, c'est une situation tout à fait hybride. Quoi. Alors, à mon avis, je ne vois pas, il n'y a pas un changement notable. Est-ce que pour l'avenir, vous êtes tout de même toujours pour le retour de Mayotte dans l'ensemble comorien? Ah, bien sûr, oui. Oui. Je suis optimiste sur ce point. Parce que compte tenu de la position démographique de Comores, question des situations religieuses, tout ça, eh bien, je suis convaincu que dans l'avenir, dans un avenir plus ou moins proche, Mayotte réintégrera les autres îles. Monsieur Abdourakim y faisait allusion. L'islam rapproche indiscutablement les îles de l'archipel, encore que Mayotte se singularise, encore une fois, en appliquant de manière beaucoup plus lâche les préceptes du Coran. Pourtant, la première mosquée des Comores a été construite ici, à Tsingoni, un petit village de brousse. 5 siècles après, elle attire toujours les fidèles pour la grande prière du vendredi. L'école coranique. De l'enfance à la toute première adolescence, on y apprend par cœur à psalmodier le Coran sous la surveillance active d'un maître. Cette éducation, obligatoire pour tous, marque les jeunes de manière définitive. Elle développe à l'extrême les capacités de mémoire, mais néglige un peu la réflexion puisque finalement, l'arabe est très peu parlé, voire compris. Au demeurant, il n'y a pas de langue comorienne, les 4 îles ont un langage particulier, si en général, le mahorais comprend l'enjouanais. Entre la Grande Terre, où habite la majorité des 50 000 habitants de l'île, et la Petite Terre, à Dzaoudzi et Pamanzi, et qui accueille les services administratifs, le seul moyen de communication est le bateau. Des bacs rapides assurent un incessant balai, mais ces magnifiques boutres n'ont pas disparu. Adrien Giraud, est-ce que le développement économique de Mayotte correspond aux espoirs que vous aviez fondés? Le développement économique de Mayotte n'a commencé en réalité que depuis 2 ans. Parce que ce n'est que ces 2 dernières années que vraiment nous avons eu des crédits, mais les autres années, c'est-à-dire les 135 ans écoulés, nous n'avons jamais eu de crédit pour faire le développement économique de Mayotte. Est-ce que vous croyez que la population, dans son état actuel de développement, est apte à suivre ce choc qui risque d'arriver? Moi, je ne pense pas que c'est un choc parce que la population attend quand même, étant donné qu'elle a fait un choix fondamental en choisissant la France, que beaucoup de monde dénigre en disant que la France est impérialiste, la France est colonialiste. Je ne pense pas, parce que si les Mahorais ont choisi de rester avec la France, c'est parce que la France leur apporte d'abord
la liberté. C'est quelque chose de très important pour les Mahorais et que aujourd'hui nous constatons même que les mêmes personnes qui hier nous disaient que nous avons fait un mauvais choix, ces mêmes personnes viennent prendre refuge chez nous. Ceci, je vais dire, les Anjouanais, qui viennent en pirogue et qui risquent leur vie et viennent prendre refuge chez nous. Alors, je crois que les Mahorais ont fait un très bon choix en choisissant la France. On dit que Mayotte, c'est 3 personnes, vous, Adrien Giraud, le sénateur et le député, 3 personnes qui en profitent et qui font Mayotte. Et de ce côté-là, je vous répondrai par une simple question. Est-ce que la France appartient à M. Chirac, à M. Mitterrand ou à M. Marchais? Est-ce que l'étranger, l'extérieur, c'est-à-dire en particulier l'Afrique, font toujours peser des menaces sur l'avenir politique de Mayotte? Je suis très étonné de voir que certains chefs d'État s'occupent des problèmes de Mayotte et des problèmes intérieurs de la France, parce que Mayotte fait partie intégrante de la France, et je ne comprends pas pourquoi M. Bongo ou M. Kadhafi s'occupent des problèmes intérieurs de la France. Est-ce que le président de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing, s'occupe des problèmes du Gabon ou des problèmes de Tripoli? Je ne comprends pas absolument. Plus près de vous, peut-on attendre une coopération avec les Comores, avec l'État des Comores? Ce n'est pas avec Mayotte. S'il y a coopération un jour, ça sera les Comores avec la France, parce que Mayotte appartient intégralement à la France. Ça fait partie intégrante de la France. Pour les leaders du mouvement mahorais, il n'y a donc pas d'alternative au maintien dans l'ensemble français. La politique passe donc aujourd'hui au second plan. La priorité, c'est le développement économique. Le développement économique, c'est celui de l'infrastructure. Tout y est à faire, car rien ne l'avait été. Depuis 2 ans donc, l'administration s'est attelée à la tâche. Imaginez qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas, à Dzaoudzi et son kilomètre carré mis à part, de route goudronnée à Mayotte. Qu'il y a 1 an, la petite terre seule avait l'électricité. Qu'il n'y avait rien pour stocker le carburant. Qu'il n'y avait pas de port et que les gros bateaux devaient décharger en rade. Incontestablement, la nouvelle situation de Mayotte va et permet déjà d'apporter des remèdes à ce sous-développement criant. L'administration, cette fois, paraît prendre les choses par le bon bout. Point de somptuaire, point de précipitation, du solide. Cette route, par exemple, va permettre de décongestionner tout le nord de la Grande Terre de Mamoudzou à Akwa. Elle permettra de rapprocher les villages, souvent isolés à la saison des pluies, aux paysans d'acheminer le produit de leur culture sur les grands centres, aux malades d'être évacués rapidement en cas d'urgence, aux habitants de se connaître. L'électricité, qui arrive depuis 1 an à Mamoudzou, atteindra bientôt aux 2 extrêmes Sada et Mzamboro. Les jetées seront agrandies. Un vrai port, tout à fait nécessaire, sera vraisemblablement construit dans la baie de Longoni. La capitale transférée de Dzaoudzi, où elle est trop à l'étroit, et surtout coupée de la plus grande partie du pays à Mamoudzou. Qui paiera? La métropole, bien sûr. Mais elle a des devoirs et l'addition est loin d'être salée. Tout compris, Mayotte absorbe à peine quelques 60 millions par an. Un bouleversement dans la vie de la société mahoraise, assurément. La répartition de la manne n'est pas sans créer des rivalités entre les communes. On trouve que ça ne va pas assez vite. Alors il faut aller partout, expliquer et expliquer encore, comme le fait ici Younoussou Bamana à Kanikele, un petit village complètement isolé. Est-ce qu'on sent tout de même des progrès depuis 1 an et demi, 2 ans? Depuis 1 an et demi, 2 ans, oui. Mayotte est quand même un village, un pays essentiellement agricole. Et le service d'agriculture qui vient d'être mis en place commence déjà à réveiller un peu les Mahorais, quoique l'effort entrepris n'est pas encore au point. Mais on croit pouvoir y arriver très prochainement. Vous trouvez qu'on fait assez des 2 côtés, du côté mahorais et du côté parisien? Les Mahorais ont voulu rester français. Mais j'avoue que les crédits, les demandes ne sont pas satisfaites. Mais dans certains secteurs, comme la santé par exemple, nous sommes assez contents. 500 mg de milacine répartis sur 5 jours. Il faut décidément beaucoup d'imagination pour concevoir que Mayotte est française depuis 135 ans. Il y a 3-4 ans, il n'y avait qu'un médecin dans un pays où se déplacer ne va pas sans problème. Ils sont une quinzaine aujourd'hui. 2 hôpitaux accueillent les malades les plus touchés. Un à Dzaoudzi, celui-ci à Mamoudzou.
La grande nouveauté, le plus important certainement, c'est la médecine de secteur. L'île est divisée en 6 parties, un médecin résident y est installé, les habitants des villages de brousse ne sont plus isolés. En règle générale, vous visitez les habitants de votre secteur suivant quelle périodicité? Eh bien, je m'efforce de passer une fois par semaine dans chaque commune. Comme j'ai trois communes dans mon secteur. Vous avez des problèmes sans doute de liaison en la saison des pluies? Ben, vous le voyez, on est en fin de saison des pluies, les pistes ne sont pas encore extraordinaires. Il y a des bourbiers. Et quand il y a des urgences, comment ça se passe? Eh bien, il y a des endroits où j'ai des postes infirmiers de brousse. Et à ce moment-là, l'infirmier qui voit en premier l'urgence me fait prévenir. Et si le village est accessible par la piste, j'envoie ma voiture qui va chercher le blessé pour soit me l'amener, soit l'emmener vers l'hôpital de ma voiture. Il y a plusieurs problèmes qui se posent à Mayotte. Le premier, c'est certainement le paludisme. À côté du paludisme, on trouve de la tuberculose, de la lèpre. On trouve aussi énormément de parasitose intestinale, 85% de la population. Et puis, bien sûr, à côté de ça, toute la pathologie qu'on trouve à peu près partout. Est-ce qu'on trouve de la malnutrition? On ne trouve pas de dénutrition, mais on trouve effectivement un petit peu de malnutrition à Mayotte. En plus de votre activité propre de médecin qui soigne, qui cure, vous avez un champ d'activité beaucoup plus étendu. Oui, c'est évident. Je couvre tout ce qui a plus ou moins un rapport avec l'hygiène et l'éducation sanitaire sur mon secteur. Je couvre la lutte antipaludique, donc, et une équipe de démoustiqueurs. Je m'occupe de surveiller que les lépreux et les tuberculeux prennent leur traitement en même temps que j'essaie de dépister les nouveaux cas. Ensuite, il y a tout le gros secteur du développement de l'hygiène et de l'éducation sanitaire. Sans doute le secteur capital. C'est certainement le secteur capital et c'est là qu'il y a le plus de travail à faire, si vous voulez, auprès de la population. Elle a été piquée par quelque chose. Ces femmes, ces enfants, ce besoin, voilà sans doute pourquoi la majorité des Mahorais veut rester française. L'un de ceux qui a le plus lutté pour cela est certainement Marcel Henry, l'actuel sénateur. Nous l'avons rencontré sur la Petite Terre, au-dessus du boulevard des Crabes, la route qui relie Dzaoudzi à Pamandzi. Monsieur le sénateur, un combat pour Mayotte française que vous menez depuis 20 ans, un combat difficile? Il a été difficile parce qu'il a duré longtemps. Comme vous dites, il a duré 20 ans et puis l'issue en est restée incertaine jusqu'au dernier moment. Un combat contre qui? Eh bien, c'était un combat contre les autorités comoriennes, d'une part, et puis contre la pression des États africains qui s'exerçaient à Paris à un niveau très élevé, et puis aussi contre une certaine tendance hostile qu'il y avait à Métropole. Le combat, votre combat, celui du député actuel, Younoussou Bamana, celui d'autres personnalités de Mayotte ou celui de tout Mayotte? Non, c'est le combat de la population de Mayotte. Dans ce combat, nous avons été seulement les porte-parole de la population. Vous, les Mahorais, vous avez voulu rester français. Que pensez-vous de cette question? Certes, on l'a vu au premier référendum de l'indépendance, 63% seulement des Mahorais avaient prôné le non. Depuis, les derniers scrutins l'ont montré, la population est quasi unanime. Majorité suspecte, pas tant que ça, après tout, dans un pays aux structures si différentes des nôtres. Moi, je sais rien. GG. Nous avons voulu rester avec la France, mais je ne sais pas. C'est-à-dire, on va attendre ce qui va se passer. C'est ce que nous avons voulu. Je pense que depuis que la France est là, nous sentons que notre vie est libre. Nous avons voulu rester avec la France pour que notre pays soit développé. On est à peu près libre parce que on attend dire ce qui s'est passé dans les 3 îles comoriennes là-bas. Vu la politique que mène le président Ali Swali, on sent qu'on est un peu libre. Des danses encore, partout, à Sada, Pamandzi, Jago ou Tsangabwa, elles nous accueillaient.
Drapeaux, colliers de frangipanier, boudilang-ilang, chants, les femmes encore, la nouveauté de la télévision, tribune politique, oui, mais avant tout l'accueil, les danses, les femmes rythment la vie à Mayotte. L'avenir du territoire, l'avenir de Mayotte. Je le conçois avec beaucoup d'optimisme aussi. Les responsables métropolitains et la France a une volonté de promouvoir ce pays. Elle existe pour l'instant ou elle n'existe pas? C'est ce que vous semblez dire. C'est timide. On a dit tout à l'heure que c'était un peu timide, c'est hésitant. Ou bien les hommes, les responsables ne sont pas très conscients de ce qui se passe ici. Peut-être. Est-ce que les Mahorais, eux, ne sont pas susceptibles de changer d'opinion? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas prévoir l'avenir. Moi, pour moi, j'ai confiance. J'ai voulu rester avec la France et j'ai confiance. La jeunesse a un énorme potentiel, d'énormes besoins. Le taux d'alphabétisation est un des plus faibles du monde. Mayotte, de plus, a été pratiquement laissée à l'abandon depuis le début des années 60. Il faut aujourd'hui remonter la pente. Manque de locaux, de cadres, contraintes de l'isolement des villages, poids de la religion, c'est peu dire qu'affirmer que le français n'est pas la langue maternelle. L'effort est certain, on s'adapte aux moyens et tente de s'adapter à la réalité de la vie mahoraise. Nos schémas de pensée ne sont pas ceux d'ici, nos besoins non plus. L'œuvre sera de longue haleine. On dit qu'il est multiplié par 2 parce qu'il y a 2 côtés qui sont égaux. Oui. Un jour d'école comme les autres, les grands arrivent à Dzaoudzi dans la barge de l'armée quand le bâtiment civil est en panne. 1 heure plus tôt, c'était le mouvement inverse. Mayotte comprend 2 îles, les 5e et 6e sont basés à Mamoudzou, les plus grandes classes à Dzaoudzi. Ce n'est pas sans complication pour les élèves, mais le problème devrait être réglé dans la prochaine rentrée. Pour l'instant, il n'y a pas de terminale, le bac, quand on y arrive, on le prépare à la Réunion. Ici, comme partout ailleurs, plus en raison du retard et du nombre, la jeunesse s'interroge. Il y a combien d'élèves en seconde ici à Mayotte? Alors en seconde 1, nous sommes 13, en seconde C, je sais pas. 6, 8. 6 ou 8. Vous ne pensez pas qu'il manque un enseignement technique? Si, nous en manque. Et le développement de l'enseignement à Mayotte n'est pas aussi développé qu'ailleurs, par manque d'élèves. On préférerait faire des études afin d'avoir une bonne profession et puis venir au pays pour dépanner, parce que notre pays, on a vu que notre pays a besoin de techniciens et qu'on consiste le futur avenir du pays. Quels sont les problèmes les plus graves de Mayotte? Les problèmes les plus graves de Mayotte sont surtout causés par l'enseignement. Les gens qui dirigent l'enseignement, qui ne prennent pas compte, qui ne sont pas conscients de ce que représente l'enseignement. Vous trouvez que l'enseignement n'est pas adapté alors? Pas du tout. L'enseignement est trop négligé. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Nous souhaiterons un enseignement qui soit beaucoup plus indépendant de la politique. Parce qu'ici, il suffit de faire le moindre petit pas révolutionnaire, parce qu'il faut dire que l'enseignement, comme nous le concevons, c'est pour former des révolutionnaires ou n'importe quoi, mais ici, il suffit de faire le moindre petit pas pour qu'on dise, voilà... Former des révolutionnaires, c'est pour former... Je veux dire former des révolutionnaires, des gens, parce qu'à Mayotte, actuellement, les dirigeants qui sont, disons, des femmes, parce que c'est pas du tout normal de voir des femmes être, surtout, nous sommes, disons, presque primitifs. Et quand il faut que ce soit des femmes qui décident des choses. Avec le temps, j'espère, pas dans les 5 prochaines années, mais avant, faire un collège technique.
Le manque de techniciens, il est particulièrement criant. Dans l'agriculture, par exemple, capitale ici, puisqu'elle constitue la seule ressource. Mayotte est peu peuplée, sa terre riche. En améliorant le système de culture, encore archaïque, l'autosuffisance pourrait être une réalité. C'est d'ailleurs la direction vers laquelle travaille en priorité l'administration, qui sait que la seule richesse de l'île est ici. L'école d'agriculture a ouvert ses portes à la dernière rentrée. On y inculque les données de base et surtout les élèves seront suivis à leur sortie. Des terres et du matériel leur seront pratiquement donnés. Leur exemple, espère-t-on, fera tache d'huile. Des bananiers et des cocotiers qui poussent tout seuls, du riz mais il faut en importer, un peu de café, de girofle, de vanille et surtout l'ilang-ilang. L'arbre à parfum qui embaume l'atmosphère. Les fleurs distillées sont directement envoyées à Grasse. L'exploite une grande société qui régnait sur l'ensemble des Comores et une seule propriété plus petite, héritière du passé, qui tente de revivre. Kangani, la propriété d'Achri, à 15 km environ au nord de Mamoudzou, une propriété qui appartient à la famille depuis 1883. À l'origine, elle comptait 480 hectares, aujourd'hui 240. Est-ce que de telles propriétés sont encore rentables? Est-ce qu'on peut s'en occuper aujourd'hui? On peut s'en occuper, mais sous forme de métayage, à cause de l'augmentation du SMIG, qui est passé en moins d'un an de 0,44 centimes de l'heure à 2 francs. C'est multiplié par 4. C'est multiplié par 4. Et évidemment, le cours des produits, lui, n'a pas bougé. Alors, pour pallier à cela, j'ai repris l'affaire sous forme de métayage et je viens de constituer une équipe avec des gens de Dzoumogné qui, au départ, me donnent satisfaction. Et je pense que ça devrait bien marcher. Est-ce que vous trouvez encore des gens pour travailler? Assez difficilement. Ils préfèrent aller s'employer dans les bâtiments et aux travaux publics. Cette propriété à 240 hectares, qu'est-ce que vous exploitez? Nous faisons de l'ilang et puis alors des noix de coco que nous transformons en copra. Vous estimez que c'est rentable, qu'on peut en vivre? Bien menée, elle est rentable. Évidemment, il faudrait augmenter un peu les plantations. Mayotte a un avenir agricole? À mon avis, oui. Mais à condition, évidemment, que les Mahorais soient un peu plus courageux et se rapprochent un peu plus de la terre. Sur la route de Tsangaboua, vers le nord de la Grande Terre, un petit cultivateur a su s'adapter au goût de la clientèle européenne. Bien, ils plantent des tomates, oignons, radis, haricots. En principe, sa clientèle, c'est surtout la clientèle métropolitaine. C'est bien sûr grâce aux conseils qui lui sont donnés par la radio. Il y a une émission qui a été créée, une émission agricole, qui lui donne des conseils et puis ça l'a surtout encouragé à planter. Jago, un village en fête. L'occasion, il est vrai, est de taille et FR3 vient y mettre en boîte l'émission vedette de la toute jeune station locale. Il s'agit, 4 à 5 heures durant, d'enregistrer des témoignages, de graver des légendes, d'expliquer les mains problèmes de la communauté, de rivaliser en musique. Au fil des semaines, la radio passe ainsi dans les quelques 70 villages ou hameaux de l'île. FR3 mène ici une politique pilote de service. On y traite à 80% en mahorais de planning familial, d'hygiène, d'agriculture, d'administration communale.
Des visages, un regard prenant, curieux, une attente. À part la petite terre qui regroupe à peine 7000 des quelques 50 000 habitants et la ville de Mamoudzou, la population vit en brousse, dans de petits villages comme, on l'imagine, il y a un siècle. Notre mode de vie, nos besoins n'affleurent même pas. On vit tranquillement, au rythme des levées et couchers du soleil. On travaille tranquillement, dans les champs, chacun ou presque a le sien. Dans une visite rapide, on ne sent nulle volonté de bouleversement. On mange, travaille, parle, danse et dort, sans apparemment se poser de questions. La place de France à Dzaoudzi, c'est encore le cœur administratif de Mayotte, une tâche à la mesure des besoins. Dans la conversation, on ne se cache pas les difficultés, mais on affirme vouloir faire ici ce qui n'a été nulle part ailleurs réalisé, réussir un développement harmonieux. Les moyens seront-ils suffisants? Les hypothèques politiques ne pèseront-elles pas? Jean Coussirou, premier préfet de Mayotte. Monsieur le préfet, sans même parler des Comores, la présence française ici à Mayotte est très discutée. Que répond Paris? Paris est parfaitement au courant des attaques qui sont lancées contre la France par les organisations internationales. Paris répond que les Mahorais sont maîtres de leur destin. Les Mahorais seuls jugent de leur avenir. Et la France restera à Mayotte tant que les Mahorais le souhaiteront. C'est une loi, de reste, une loi constitutionnelle, qui veut qu'un territoire, une portion de territoire français, ne peut être détachée du territoire de la République que si les populations y consentent. Les Mahorais ont exprimé à 2-3 reprises, au cours de référendums parfaitement légaux et parfaitement normaux, qu'ils souhaitaient rester français. Et pour l'instant, donc, la France restera à Mayotte. Si j'ai bien compris, la France laisse la porte ouverte à une évolution. Or, à partir du moment où il y aura départementalisation, l'évolution sera impossible. C'est-à-dire qu'effectivement, le cadre départemental est un cadre définitif au sein de la Constitution. Ça, c'est un problème qui doit être, encore une fois, tranché par les Mahorais, qui, dans 1980, répondront sur ce problème. Pour la population, quand elle le perçoit, départementalisation égale subside. Pour les leaders du mouvement mahorais, c'est l'attachement constitutionnel définitif à la France. Mayotte aujourd'hui veut rester française. C'est incontestable pour la grande majorité de la population. Sentiments et raisons mélangées. Elle veut rester française, mais aussi, surtout, ne plus revenir aux Comores. La géographie, la religion unissent les 4 îles de l'archipel. L'histoire un peu moins déjà, si au plan économique elles sont complémentaires. La logique voudrait, mais le sentiment anticomorien n'a pas besoin d'être trop cultivé. Le récent coup d'État, en permettant à Moroni de renouer les relations avec la France, ne va-t-il pas tout changer? On reparlera du problème de Mayotte. On entend déjà parler d'une solution confédérale, avec des liens unitaires peu contraignants. Ce serait une solution qui, sur le plan diplomatique africain, présenterait un avantage certain pour le gouvernement, embarrassé par ce problème mahorais. Mais la logique n'a rien à voir là-dedans pour l'instant. Les Mahorais ne veulent pas des Comores, ils veulent être maîtres de leur destin, et des constructions politiques n'y feront rien. Les femmes n'ont pas fini de danser. Mayotte n'est pas la France. La culture, l'état de développement, les besoins y sont fondamentalement différents. L'anachronisme est évident, mais Mayotte la française existe bel et bien aujourd'hui. Au-delà de tous les schémas intellectuels ou politiques, c'est un fait. S'il y a évolution, elle viendra des Mahorais eux-mêmes.